la nouvelle partie, la partie 3. Alors, sur cette partie 2, on avait terminé sur les familles libres. On avait parlé pas mal de familles libres hier. Et en particulier, donc, on parlait du cas des familles échelonnées. Donc, déjà, il fallait définir ce qu'on appelait une famille échelonnée. Et c'était échelonné, en fait, on avait vu en fonction du nombre de zéros. Et on va montrer que sur ces 4 exemples, ces 4 familles échelonnées sont libres. Et à partir de ces 4 exemples, on va généraliser. En fait, on va admettre que toute famille échelonnée est libre. Et ça, on va démontrer que c'est un petit peu lourd à écrire. Mais on va voir sur le principe, c'est assez simple. Donc, pour ça, je vous ai donné des diapos. Je fais des diapos. Échelonné 1. Voilà. La première famille échelonnée, en fait, j'ai écrit les vecteurs verticalement avec une forme de matrice autour. Et on va voir que plus tard, dans la suite du cours de cette année et puis l'année prochaine, le fait d'écrire les vecteurs en colonne, c'est intéressant dans d'autres situations. On repère que cette famille est échelonnée quand on a écrit les vecteurs en colonne, parce que vous voyez le petit escalier qui apparaît ici. Donc, échelonné, ça veut dire escalier. Ça veut dire que le nombre de zéros augmente strictement quand je passe d'une colonne à une autre. J'ai un zéro, 2 zéros, 3 zéros. Donc, il faut bien ici, quand je fais un petit escalier, il faut bien que j'ai des nombres non nuls en dessous de mon escalier. Donc, ma famille est bien échelonnée. Si je veux montrer qu'elle est libre, ça, c'est ce qu'on a vu hier, il faut écrire le système lambda 1 U1 plus lambda U2 plus lambda 3 égale 0. Et il faut montrer que les coefficients lambda 1, lambda 2 et lambda 3 sont nuls. Alors, ici, visiblement, on travaille dans R4, puisque mes vecteurs, à chaque fois, sont formés de 4 composantes. Si je travaille dans R4, le 0 qui est là, quand je dis égal à 0, c'est le vecteur nul de R4. Si c'est le vecteur nul de R4, il est lui-même formé de 4 composantes qui sont 0, 0, 0, 0. Donc, quand j'écris l'égalité, je l'écris composante par composante. Et le fait d'avoir écrit mes vecteurs comme ça en colonne, ça va être assez pratique. Quand je calcule, je regarde la première composante de cette expression-là. J'ai lambda 1 fois 0, lambda 2 fois 0 et lambda 3 fois 0. Et ligne par ligne, ici, je vais avoir lambda 1 fois 1, lambda 2 fois 0 et lambda 3 fois 0. Donc, quand j'écris tout ça, en première composante, je vois apparaître 0. 0 égale 0, jusque-là, tout va bien. La deuxième composante, ça donne ma deuxième ligne, en fait, ici. J'ai lambda 1 fois 1, et le reste, il n'y a rien. Donc, je la recopie comme ça. Et ensuite, j'ai 3 lambda 1, plus lambda 2, et 0 lambda 3 pour ma troisième composante. Je recopie. Et pour la dernière composante, 0 lambda 1, moins 1 lambda 2, et 1 lambda 3. Et en fait, ce système-là, que j'ai recopié ici, qui est un système donc de 4, enfin 4, c'est la première équation, elle n'est pas super, hein, de 4 équations avec les 3 inconnus, je reconnais ici la matrice du système. On avait déjà parlé de la matrice d'un système. Donc, la matrice du système, c'est pour ça que c'était bien d'écrire les vecteurs en colonne. La matrice du système, elle apparaît quand on écrit les vecteurs en colonne ici. Bien, la résolution de ce système, comme c'est un système échelonné, elle est très, très simple. Je laisse tomber la première ligne, parce qu'elle ne sert à rien. Et le système que j'ai ici, un système de 3 équations à 3 inconnus, et je remarque qu'il est échelonné. Alors, pas échelonné comme on en a l'habitude avec un bloc de 0 en dessous, mais plutôt échelonné par le dessus. C'est pas grave, c'est comme si on échangeait toutes les lignes par rapport à ce qu'on avait pu rencontrer jusqu'à présent quand on échelonnait nous-mêmes un système. Alors, la première ligne me donne lambda 1 égale 0. Donc, par rapport à notre habitude de système échelonné, d'habitude, on remonte dans la substitution. Et ici, comme il est échelonné dans l'autre sens, je vais descendre dans ma substitution. Donc, je vois la première ligne à la pointe de l'échelonnement. J'obtiens lambda 1 égale 0. Quand je remplace dans la deuxième ligne, comme lambda 1 est nul, forcément, c'est lambda 2 qui fait 0. Dans la troisième ligne, comme lambda 2 fait 0, le lambda 3 aussi fait 0. Donc, j'obtiens que tous mes coefficients sont 0. Donc, on a un système échelonné à partir d'une famille échelonnée. J'obtiens finalement une matrice de vecteurs échelonnés et donc le système associé qui est échelonné. Et un système échelonné, ça se résout très facilement en remontant d'habitude en remontant, mais ici en descendant les lignes.
Donc, on obtient que tous les coefficients sont nuls. Donc, forcément, la famille, à partir de cette équation, il n'y a que des coefficients qui sont nuls. Donc, la famille est nulle. Voilà pour ce premier exemple. Alors, si ça va ici, je ne vais pas aller trop vite, vous avez le temps de tout noter. Oui. Alors, on peut échanger les colonnes. Si j'échange les colonnes, mais si j'échange les vecteurs, en fait, il faut travailler vraiment plus en colonne. L'échelonnement, il apparaît ici, mais mes vecteurs, ils sont vraiment écrits en colonne. Ce qui importe, en fait, c'est que quand je passe d'un vecteur à l'autre, comme ça, par un petit saut, le nombre de zéros, a priori, la définition d'une famille échelonnée, il faut que ce soit strictement croissant ou strictement décroissant. Donc là, il faut bien faire attention que je travaille sur les colonnes, hein, pas tant sur les... Après, on voit que ça se décale aussi sur les lignes, mais dans la définition, c'est bien par colonne. Ce que je disais, c'est que si on intervertit les deux vecteurs U1 et U2, par exemple, on voit que le nombre de zéros, ça fait 2 zéros, après 1 et après 3. Alors, c'est plus strictement croissant, mais donc c'est moins parlant. Donc, si les vecteurs sont pas bien rangés, on les range bien, puisque de toute façon, une famille, si elle est libre dans un sens, elle est libre dans l'autre sens. Donc, on les range bien, et une fois qu'ils sont bien rangés, on fait apparaître l'échelonnement. C'est quand même mieux de bien les ordonner. Mais ça marche quand ils sont pas bien ordonnés. Voilà ce que je voulais dire. On va voir les autres exemples si ça se clarifie. Alors, l'autre exemple. Donc, celle-ci. Le deuxième exemple, on est dans R3 et on vous donne les vecteurs. Donc, U1, c'est à nouveau, même principe, je les écris en colonne. Le vecteur U1, 0, 0, 1. Le vecteur U2, voilà. Et le vecteur U3, 1, moins 1, 0. Si je ne me suis pas trompée, en copiant, c'est bon. Je vois apparaître l'échelonnement ici. Donc, par rapport à tout à l'heure, il est inversé, mais on a 2 zéros, puis 1 et pas du tout. Donc, le nombre de zéros qui commence les vecteurs, ce nombre de zéros est strictement décroissant ici. Et si j'échange de vecteurs, c'est moins lisible. Donc, je les mets toujours bien dans l'ordre pour faire apparaître l'échelonnement. J'écris le système lambda 1, U1, etc., comme d'habitude. Et on essaie de montrer que les lambdas sont nuls. On est dans R3, très clairement. Donc, le 0 qui est là, c'est le vecteur nul, 0, 0, 0. Et j'écris mes équations associées. Et les équations, en fait, je les obtiens composante par composante. Donc, ça correspond à la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Il ne faut pas s'embrouiller entre les lignes et les colonnes. J'ai bien écrit les vecteurs en colonnes. Et on avait vu dans les exemples d'hier que quand on écrivait le système, en fait, dans l'écriture du système, on retrouvait les vecteurs en colonne. Donc, c'est pour ça que je les écris en colonne. Ça me fait vraiment bien apparaître la matrice ici du système. Donc, en première composante, j'ai 0 lambda 1, 0 lambda 2 et 1 lambda 3. Bon, et je recommence après ligne par ligne. J'espère que vous ennuyez pas trop. 0 lambda 1, 2 lambda 2, moins lambda 3. Ça, c'est ma deuxième composante. Et la dernière composante, donc x, y et z en fait, hein, j'ai lambda 1 fois 1, lambda 2 fois 0 et lambda 3 fois 0. Alors, il y a des zéros ici, hein, c'est pas interdit dans un système échelonné ou dans des vecteurs échelonnés. Il peut y avoir d'autres zéros que ceux-là. Ce qui m'importe, c'est que ceux-là existent, ces zéros échelonnés, et puis qu'en dessous, là, le 1, le 2 et le 1, ce soit aussi des nombres non nuls. Parce que si je mets un bloc de 0 et le même bloc à côté, ça va faire c'est plus un escalier, c'est plus échelonné, j'aurai un palier. Et je veux pas de palier. Je veux bien avoir des échelons. Donc, voilà mon système. Alors, le système, c'est tranquille. C'est un système qui est déjà échelonné. Je le vois, alors, l'échelonnement, il n'est pas non plus traditionnel, hein.
la pointe, elle est là-haut, c'est le lambda 3 qui est tout seul, et on va donc calculer les nombres, les inconnus lambda 3, lambda 2 et lambda 1, donc en commençant par en haut. J'ai lambda 3 qui fait 0 clairement à la première ligne. Quand lambda 3 fait 0, ben lambda 2 aussi, la deuxième ligne, et puis le lambda 1, il faisait 0 clairement à la troisième ligne. Donc, cette équation me donne comme unique solution 0, 0, 0. Je conclus que la famille est vide. Donc, c'est en fait, quand on a un système des vecteurs échelonnés, on a tout de suite le système qui est échelonné. Donc, la résolution est très, très simple. C'est ça, en fait, ce qui se passe dans ces équations. Donc, dans ces familles échelonnées. Je prends le troisième exemple, si on a réussi à tout noter. J'ai fait la même chose. J'ai écrit mes vecteurs en colonne. Je vois très clairement apparaître l'échelonnement. Il y a un 0 ici à la fin, 2 0 et 3 0 à la fin. Donc, c'est strictement croissant le nombre de zéros qui terminent les vecteurs. J'écris le système. Comme on est dans R4, quand je dis que ça fait 0 au bout, c'est que c'est le vecteur nul 0, 0, 0, 4 fois. Et ensuite, je regarde mes équations composante par composante. Donc, en première composante, on va avoir lambda 1 fois 1, 2 fois lambda 2 et moins lambda 3. Et je copie. La deuxième composante, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste une fois lambda 2. La troisième composante, il y a une fois le lambda 1. Et la dernière composante, ben, il y a 0 égale 0. Donc, pas très intéressant. Je la laisse tomber. Je regarde ce qui me reste ici, mes trois équations, qui forment un système échelonné. Ah, enfin, un système échelonné de façon, ben non, pas tout à fait traditionnelle encore. Mais on va remonter, on va repartir par le bas. Je pars du lambda 1. Donc, lambda 1 fait 0. La ligne du dessus, ben, c'est assez évident, c'est lambda 2 qui fait 0. Sachant que lambda 1 et lambda 2 font 0, le lambda 3 qui est ici va être nul aussi, c'est obligatoire. Donc, à partir de mon système avec mes lambdas, j'obtiens que des lambdas qui font 0. La famille est forcément libre. Donc là, c'est des calculs très très simples quand on a une famille échelonnée. Si ça c'est OK, je vais passer à la diapo suivante. J'ai peur d'être trop vite maintenant, vous m'avez traumatisé. Oui. Oui, parce que ben, je l'enlève en fait là. Parce qu'à la fin, j'ai écrit le système. Si j'étais... il y a un moment, j'avais écrit... Voilà. J'avais écrit le système comme ça, avec les 4 équations, et je me rends compte que la quatrième, elle sert à rien. Alors ici, je l'ai écrite pour bien vous montrer qu'on travaillait dans R4, et que la dernière composante, elle existait, mais elle était nulle. Mais dans la pratique, si vous écrivez que les 3 premières équations, ce que je fais dans la suite ici, ça va, hein, c'est pas la peine de tout copier. De toute façon, ce qu'on va faire dans la pratique, tout simplement, on dira, hey, la famille, elle est échelonnée, elle est libre. On ne démontrera pas tout ça. Puisque là, c'est des exemples pour vous montrer que ça marche bien, mais on utilisera la propriété qu'on a donnée, qui est dans le cours juste après les exemples, en disant, dès qu'on a une famille échelonnée, le système est échelonné, donc la famille est libre. Donc, on ne refera pas tous les calculs. C'était vraiment pour vous montrer sur quelques exemples que ça marchait bien. Ça vous réentraîne aussi à l'écriture. À l'écriture de la démonstration d'une famille libre. Donc, je reprends, donc, dernier exemple, mes 3 vecteurs, je les écris en colonne. Ah, là, c'est échelonné comme on a l'habitude. On voit bien que c'est joliment échelonné. J'écris le système en partant des lambdas, donc l'équation qui fait 0. Comme on est dans R3, j'ai 3 zéros à la fin et je les recopie composante par composante. La première composante, moins lambda 1 plus lambda 2 plus 0. La deuxième, pas de lambda 1, moins 2 lambda 2 plus lambda 3. Et la dernière composante, il ne me reste que le lambda 3 qui fait 0.
C'est un joli système échelonné, traditionnel, on le reconnaît, magnifique. Et je remonte, je fais mes substitutions en partant d'en bas. Au lambda 3 égale 0, c'est assez évident. La ligne de dessus, comme le lambda 3 fait 0, ben le lambda 2 aussi. Ils sont simples, hein, ces systèmes, parce qu'on n'a que des zéros au bout. C'est assez reposant. Et quand je remonte ici, le lambda 2 faisant 0, ben, le lambda 1 aussi obligatoirement. Donc, on a une famille qui est libre. La conclusion de tout ça, c'est que celle-ci, j'en ai plus besoin, c'est, voilà, la propriété, toute famille échelonnée est libre. Donc ça, on s'embêtera plus maintenant. Dès qu'on verra une famille échelonnée, on dira « Ah, c'est bon, elle est échelonnée, donc elle est libre. » On ne refera plus les démonstrations. Vous aurez le droit d'appliquer cette propriété systématique. Madame, Oui, pour une famille échelonnée, en fait, on peut que voir que c'est échelonné en faisant cette sorte de matrice ou il y a d'autres méthodes? ben, en fait, ici, on le voit, mais c'est plus lisible sur la matrice, moi, je trouve. Sinon, on le voit ici. Je regarde dans son premier exemple, je regarde le nombre de zéros qui démarrent les vecteurs. Là, il y en a un. Là, il y en a deux. Là, il y en a trois. Donc, on peut dire que c'est échelonné en les regardant. Après, pour le mettre en évidence, il y a d'autres exemples qu'on va voir tout à l'heure. On peut souligner les zéros. On n'est pas obligé de l'écrire sous la forme d'une matrice. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est écrit sous la forme d'une matrice, c'est bien mis en évidence. On fait d'autres exemples dans la suite. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut le matérialiser. Mais madame, Oui, Margot? mais non, c'est Emma. Ah oui, Par c'est Emma. exemple, pour l'exemple 3, là, on pouvait pas voir avec la matrice que le système était échelonné avec le 1 de U1. On le voit ici, à la fin. C'est à la fin qu'ils sont échelonnés. Il y a un zéro à la Ah oui, fin, oui, pardon. 2 zéros et 3 zéros. Parce que dans la définition, on nous dit c'est le nombre de zéros qui commence ou qui termine chaque vecteur. Ce nombre de zéros qui va être croissant ou décroissant. Donc là, c'est les zéros terminent dans l'exemple 3 chaque vecteur et ce nombre de zéros, il est croissant. Ok, d'accord, merci. En fait, c'est difficile à définir, je trouve, une famille échelonnée. Alors, à regarder, c'est facile. Une fois qu'on a dessiné le petit escalier, on voit bien que ça marche. Mais à expliciter ce que c'est fastidieux, je trouve. On va en retrouver d'autres, hein, des exemples de familles échelonnées dans la suite. Parce que c'était dans le paragraphe, c'était grand 3 les bases, et dans petit 1, on a vu famille libre et famille génératrice. On n'a pas parlé de ce qu'on appelle des bases. Donc on y arrive, enfin, petit 2 les bases. D'abord, base d'un sous-espace vectoriel, et ensuite, on verra le cas particulier de Kn tout entier. Donc je considère E un sous-espace vectoriel de Kn. Donc je vous rappelle que cet ensemble E, ça veut dire qu'il est stable par addition ou multiplication. Et on a vu aussi que les sous-espaces vectoriels de Kn s'écrivaient forcément sous la forme d'un vecteur. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir, et c'est pratique. Quand on est dans Kn, les sous-espaces vectoriels s'écrivent toujours sous la forme d'un vecteur. Après, on n'y arrive pas forcément. On n'y a pas forcément accès à ce vecteur. Mais on sait que c'est possible dans la théorie. Alors, ce qu'on appelle une base. Une base, donc c'est des vecteurs, une famille, hein, U1, U2, UP. Et on dit que c'est une base si elle est à la fois libre et génératrice. Donc on va cumuler la notion de famille génératrice qu'on avait vue au paragraphe d'avant. Ça veut dire qu'on a un vecteur. Donc ça, je dis, il y a toujours un vecteur. Et en plus de ce vecteur qu'on a trouvé, donc la famille génératrice qu'on a trouvée, elle forme une famille libre, au sens de ce qu'on a démontré, vu dans hier. Alors, caractérisation, en fait, dire qu'une famille est une base, on vient de dire c'est par définition libre et génératrice. Et en fait, ça veut dire que quand je prends n'importe quel vecteur de E, du sous-espace vectoriel qui m'intéresse, il se décompose en fonction des vecteurs U1, UP. Donc ça, on s'en doutait un peu parce que la famille est génératrice. Mais il se décompose de façon unique. Et ça, c'est lié au fait que la famille est libre. On va faire la démonstration. Donc, je vous ai prévu une petite diapo pour ça.
Il s'agit de démontrer une équivalence. Hein. Si et seulement si, et là. Il s'agit de démontrer une équivalence. Donc, je fais un sens de l'équivalence et puis l'autre sens après. Alors, je suppose que la famille est une base. Est une base au sens de famille libre et génératrice de E. Si je prends un vecteur quelconque dans E, comme la famille est génératrice, de façon évidente, on peut écrire ce vecteur U en le décomposant avec des lambda sous la forme lambda 1 U1 plus lambda PUP. C'est-à-dire que ce vecteur U est une combinaison linéaire des vecteurs de ma famille génératrice. Donc ça, c'est la définition d'une famille génératrice. Ça signifie que E, c'est le vecteur de U1 UP. Donc, on peut écrire tous les vecteurs de E comme combinaison linéaire de U1 UP. Jusque-là, ça va. Ce qu'il me faudrait ici, c'est l'unicité. C'est ça qui est le plus délicat. Donc, on va rechercher l'unicité de cette décomposition. Pour chercher l'unicité, je suppose qu'il y a une autre décomposition possible avec d'autres coefficients. On pourrait écrire plusieurs décompositions et on va montrer qu'en fait, non, que c'est la même. Alors, ça veut dire que ce vecteur U, il peut se décomposer, paraît-il, avec des alphas, mais je sais qu'au départ, j'avais trouvé des lambdas pour la décomposition. Si je soustrais les deux expressions, j'oublie le U qui est devant et j'écris ça, moins ça. Ça me fait, en regroupant les termes en U1, UP, donc le terme en U1, ben, je vais avoir alpha 1 moins lambda 1, etc. Et le terme en UP, alpha P moins lambda P. Et tout ça fait 0. Et c'est là que je vais faire jouer le fait que la famille U1, U2, UP, comme c'est une base, non seulement elle est génératrice, mais elle est libre. Comme la famille est libre, si j'ai une décomposition, une combinaison linéaire, pardon, qui fait 0, forcément, les coefficients ici sont tous nuls. Ça, c'est la définition d'une famille libre. Donc, ça fait 0, tous les coefficients font 0. Ce qui me donne la première expression me permet de dire que alpha 1 égale lambda 1, j'aurai la même chose ici pour alpha 2 égale lambda 2, et je finis par alpha P égale lambda P. Et là, j'ai montré l'unicité de la décomposition. Parce que j'ai dit, si j'écris une autre façon de le décomposer, ben, au final, c'est la même. Donc, il n'y a pas une autre façon de le décomposer, c'est toujours la même. Donc, on a montré que pour n'importe quel vecteur de E, il y a une décomposition, puisque la famille est génératrice, et que cette décomposition est unique, et ça, c'est lié au fait que la famille soit libre. Conclusion, pour tout U de E, il existe un unique lambda 1, lambda P, tel que U se décompose. Donc ça, on a démontré la moitié de l'équivalence, puisqu'on a pris l'implication base implique unicité de la existence et unicité de la décomposition. Réciproquement, je suppose que pour tout vecteur de E, je peux le décomposer de façon unique sur mes vecteurs U1, UP. Et à partir de là, je veux montrer que la famille est libre et génératrice. Alors forcément, elle va être génératrice, puisque d'après ce que je viens d'écrire ici, il y a une décomposition. Donc, pour tout vecteur de E, je peux le décomposer en fonction de U1, UP. Ça veut dire que tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire. Ça veut dire que E, c'est bien le vecteur, l'ensemble des combinaisons linéaires de U1, UP. Donc ça, c'est réglé, elle est génératrice. Maintenant, donc génératrice, j'ai précisé ici, génératrice de E, oui, pas génératrice d'autre chose. Alors maintenant, est-elle libre? Libre, c'est plus général, c'est pas forcément dans un sous-espace vectoriel E, alors que génératrice, c'est toujours génératrice de quelque chose. Alors, la famille est-elle libre? Je fais comme d'habitude, j'écris une relation, une combinaison linéaire qui fait 0, lambda 1 U1 plus lambda PUP, et j'essaye de montrer que tous les lambdas sont nuls. Alors, comme ça fait 0, le vecteur nul là, il est dans E. Et donc, le vecteur nul, je peux toujours l'écrire 0 U1 plus 0 U2 plus 0 UP. Ça, c'est la décomposition la plus évidente. Or, la décomposition de ce vecteur nul, donc
j'ai écrite ici en mettant que des zéros, c'était évident, et je l'avais écrite ici avec des lambdas. Mais je sais que la décomposition est unique, parce que pour tout vecteur de E, la décomposition est unique, en particulier pour le vecteur nul. Ça veut dire que les lambdas que j'avais pris, ben c'est forcément cette décomposition-là. Donc c'est forcément 0, 0, 0 et 0. Je viens donc de dire que la famille était libre, puisqu'à partir de l'équation lambda 1 U1 plus lambda PUP égale 0, la seule possibilité, c'est que tous les lambdas soient nuls. Donc ça justifie que la famille est une famille libre. Conclusion. La famille était génératrice de E et elle est libre. Donc, libre et génératrice, c'est une base de E. Ça veut dire qu'une base, dire qu'on a une base, c'est-à-dire famille libre et génératrice, ou dire qu'on a une décomposition unique, c'est la même chose. Alors, je vous laisse terminer de copier ça pour ceux qui le recopient. Et puis, on va passer ensuite à quelques exemples, je pense, quand on vient au cours. Donc, la caractérisation, dans la pratique, on utilisera soit la définition, soit la caractérisation, suivant ce qu'on va faire. Alors, quelques exemples concrets, si on est dans R3. Dans R3, R3 lui-même, c'est un sous-espace vectoriel de R3. On a vu précédemment, dans les cours précédents, qu'on pouvait l'écrire sous la forme vect. Alors, j'ai noté les vecteurs I, J et K, ce qui est assez traditionnel. Le vecteur I, c'est 1, 0, 0, J, voilà, ils étaient très simples. Et on avait dit qu'on pouvait écrire R3 sous la forme vect de ces trois vecteurs, ce qui formait donc une famille génératrice, parce que tout vecteur x, y, z, je peux l'écrire x fois ce truc-là, y fois celui-ci, et z fois le k ici. On voit bien que quand on aura tout ajouté, ça fera bien x, y, z. Donc ça nous disait déjà que la famille IJK était une famille génératrice de R3. Mais cette décomposition qu'on écrit là, hein, elle est unique. On voit bien qu'il n'y a qu'une seule façon de décomposer le vecteur x, y, z en utilisant les trois vecteurs IJK. Donc comme la décomposition est unique, on dit que IJK, non seulement c'est une famille génératrice, mais c'est une base. Et on l'appelle la base canonique parce que c'est la base la plus simple possible, la plus naturelle possible. Donc, puisque c'est une décomposition assez intuitive de n'importe quel vecteur x, y, z sur cette famille-là. Alors, moins simple peut-être, quand on étudie les plans. On appelle les plans dans R3. Un plan, il est toujours porté par deux vecteurs. Donc, un plan, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'un vecteur U et d'un vecteur V. On peut dire donc un plan vectoriel, il s'écrit sous la forme vect UV. Ça, on l'a déjà vu dans les paragraphes précédents. Et on disait que U et V sont des vecteurs directeurs ou des vecteurs générateurs du plan. Évidemment, pour que ça marche, je prends U et V non collinéaires. Hein. Parce que si je prends deux vecteurs collinéaires, ils ne vont pas définir un plan, ils vont définir une droite. Puisque finalement, ils vont tous les deux dans la même direction. Donc si je veux vraiment avoir un plan, un vrai plan, il faut prendre deux vecteurs non collinéaires. À partir du moment où j'ai pris deux vecteurs non collinéaires, la famille UV ici, elle est génératrice du plan, c'est écrit là. Mais comme ce sont deux vecteurs non collinéaires, elle est libre. Parce que ça, on l'avait vu dans la partie précédente du cours, quand on prend que deux vecteurs qui sont non collinéaires, forcément c'est une famille libre. Donc ça, on l'a vu, si vous avez besoin de revenir, je crois que c'était là, on a fait des petits dessins. Pour deux vecteurs, voilà, la famille est libre si et seulement si les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc ça, c'est dans la deuxième partie. Donc, on a une famille qui est libre et qui est génératrice. On va dire que c'est une base de P. C'est-à-dire que quand on écrit un plan sous la forme vect UV, avec deux vecteurs non collinéaires, on appelle ça la famille UV. On dit que c'est une base de P. Sur le même principe, on prend une droite vectorielle. Donc, on est toujours dans l'espace. Une droite vectorielle, c'est vect de U. Donc, U étant un vecteur directeur, donc un vecteur non nul. Vect de U, U est une famille génératrice de façon naturelle, à cause de l'écriture de D. Et si le vecteur U est non nul, la famille est libre. C'est toujours la même propriété au-dessus. Un vecteur, la famille est libre, ça veut dire que le vecteur est non nul. Donc, on a une base.
Donc, quand on écrit une droite sous la forme vect U, où U est un vecteur non nul, eh bien, ce U tout seul forme une base de la droite. Donc là, j'étais en train de répertorier tous les sous-espaces vectoriels de R3. Il y avait le plus gros, c'est lui. Moyen, un plan. Petit moyen, c'est une droite. Et le plus petit sous-espace vectoriel de R3, c'est celui qui est le point, en fait, c'est le vecteur nul tout seul. On avait dit qu'il y avait une famille génératrice, parce que le vecteur nul, c'est vect de 0. Mais il ne peut pas avoir de base, parce qu'en fait, dans ce sous-espace vectoriel, il n'y a qu'un vecteur, c'est 0. Il n'y a pas de famille libre, puisque le vecteur nul tout seul n'est pas une famille libre. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà dans R3. On va le généraliser sous la forme d'une propriété qu'on admet. C'est quand on est dans Kn, si je prends n'importe quel sous-espace vectoriel de Kn, sauf le tout petit, celui qui est réduit à 0. Donc tout sous-espace de Kn qui n'est pas réduit à 0, admet au moins une base. Là, on a vu des exemples. En fait, il peut y en avoir, il y en a toujours plusieurs. Parce que on avait vu pour un plan, suivant les inconnus auxiliaires qu'on choisissait, on avait une famille génératrice ou une autre. Donc, on avait une base ou une autre. Des exemples. Donc, deux exemples de sous-espaces vectoriels. Ici, je me suis placée dans R4 pour que ce soit un peu moins intuitif. Et on va essayer de trouver une base. Dans deux cas différents, c'est soit le sous-espace vectoriel, il est donné par une équation, soit il est donné sous la forme d'un vecteur. En fait, on avait vu ça pour des plans, donc équation dite équation cartésienne ou famille génératrice. Dans les deux cas, on doit pouvoir trouver une base puisqu'on a dit que tout sous-espace vectoriel a une base. On va essayer de la trouver de cette base. Alors, exemple 1. C'est celui-ci. Donc, les diapos, vous les avez passés, vous pouvez les récupérer après. Donc, voilà mon sous-espace V, où on dirait une sorte de plan, mais on est dans R4, donc j'ose pas trop appeler ça un plan, mais c'est un petit peu l'idée. Si je regarde ici, on est dans R4. On a donc 4 inconnus, x, y, z, t, et une seule équation, qui nous donne obligatoirement 3 inconnus auxiliaires. Alors, j'ai choisi d'écrire t en fonction des autres. Les inconnus auxiliaires, j'ai donc choisi x, y et z, et j'ai t qui vaut moins x, moins y, moins z. La résolution est terminée. Quand on n'a qu'une équation, c'est vite fait. Donc, voilà mon ensemble V, il est réécrit sous une autre forme. À partir de cette expression-là, j'ai été un petit peu vite, on s'est pas mal entraîné, on a vu ça pas mal de fois hier. À partir d'une expression comme ça, on décompose les termes qu'on des x, qu'on des y et qu'on des z, on les sépare. Et les termes en x, on met x en facteur, en y, on met y en facteur, et en z, on met z en facteur. Si je regarde ici, je peux faire donc directement cette expression en disant que en x, j'ai 1, 0 pour la deuxième composante, 0 pour la troisième et moins 1 sur la dernière. Donc x, il est multiplié par 1, 0, 0, moins 1. Et je fais ça pour y. Là, il n'y a rien, donc 0, 1, 0 et moins 1 là. Je fais la même chose pour les z, il n'y en a pas, donc 0, 0, 1 z ici, et là, moins 1. Donc, je peux écrire que l'ensemble V, ce sont les combinaisons linéaires de mes trois vecteurs A, B et C, A, B et C, que j'ai recopié simplement. Donc, V, c'est le vecteur ABC. J'ai déjà une famille génératrice. Donc, je peux même dire que c'est un sous-espace de R4, hein, c'est 2 en 1, puisque on avait une expression d'un ensemble, c'est un sous-espace, et sa famille génératrice, c'est ABC, et j'ai recopié une famille génératrice, c'est ABC, hein, puisqu'en fait, on avait dit que suivant le choix qu'on faisait des inconnus auxiliaires, eh bien, on avait différentes familles génératrices possibles. Et je vais préciser, donc, pourquoi sous-espace de R4? Parce qu'au départ, on avait des éléments dans R4, c'est lisible ici. Et les vecteurs de la famille génératrice sont aussi dans R4. Il faut toujours vérifier qu'on a une cohérence dans nos vecteurs. Si vous partez avec des vecteurs dans R4
Et ici, vous avez des vecteurs dans R3, c'est que vous êtes planté quelque part. Le fait que ce soit un sous-espace vectoriel, c'est parce que c'est vect. Et la famille génératrice, c'est parce que c'est vect. Donc voilà toutes mes informations. Et j'ai une information supplémentaire sur ma famille ABC. Et là, vous voyez, elle est échelonnée. Donc tout à l'heure, on se disait, est-ce qu'on est obligé de les écrire en colonne? Je crois que c'est Emma qui demandait si on est obligé de les écrire en colonne pour reconnaître que la famille était échelonnée sous la forme d'une matrice. J'ai vu si c'est Emma ou Lucie. Mais en tout cas, on n'est pas obligé. On peut les laisser écrits en ligne et on voit l'échelonnement apparaître. Ici, il n'y a pas de 0. Ici, il y a un 0. Ici, il y a 2 0. Donc, la famille est échelonnée, donc libre. Comme on a une famille génératrice et qu'elle est libre, on peut conclure que c'est une base de. Donc là, trouver la base, en fait, c'est simplement trouver une famille génératrice. Et en général, quand on fait le calcul nous-mêmes, ici, on a un ensemble qui est défini par une équation. On résout l'équation, on trouve la famille génératrice. Et la famille génératrice qu'on trouve, les 3/4 du temps, elle est échelonnée exactement. Et donc, elle est libre. Donc, la famille génératrice qu'on trouve, on est tranquille, c'est souvent une base. Alors, on va regarder le deuxième exemple. Personne écrit, quand je referme. Le deuxième exemple, voilà. Il est là. Là, c'est au contraire, pas la même expression du sous-espace vectoriel. Il est écrit sous la forme d'un vect. Il est écrit sous la forme d'un vect et je veux trouver une base. Donc, on peut se dire, ben, ça va, là, il y a déjà une partie du travail qui est faite. Ah, je vous ai pas donné les vecteurs U1, U2, U3. Alors, c'est-à-dire, c'est plus ouvert comme question, j'ai oublié. Mais je les ai mis sur la diapo. Bon, il faudra copier. Il en manque un petit bout, là, de la question. Donc, on a 3 vecteurs a priori dans R4. On peut trouver une base, mais je suis pas sûre que ces vecteurs soient une famille libre. Je suis sûre que c'est une famille génératrice. Mais alors, de là à ce que ce soit une famille libre, pour le savoir, déjà, je vais essayer de les trouver. Voilà, c'est ceux-là, les vecteurs que je voulais vous donner, et j'ai oublié de les noter sur le cours. Donc, on se donne 3 vecteurs dans R4, U1, U2, U3. Et on veut trouver une base de V. Donc, on peut se dire, bah, c'est bon, on a une famille génératrice, il n'y a plus qu'à montrer qu'elle est libre. Mais il n'y a plus qu'à montrer. Si c'était le cas, ce serait bien. Alors, si elle était échelonnée, par exemple, je pourrais dire qu'elle est libre, mais elle n'est pas échelonnée. Il n'y a pas trop de zéros. Il y en a un qui est là, mais il n'est même pas en bout de chaîne. Ça va pas du tout. Alors, la famille U1, U2, U3, je pourrais essayer de montrer qu'elle est libre avec des lambdas, en faisant lambda 1, U1, lambda 2, U2, lambda 3, U3 égale 0. Mais je suis pas sûre, en vrai, qu'elle est libre. Donc, essayer de montrer qu'elle est libre, alors qu'elle l'est pas. Si elle l'est pas, ça m'aidera pas. J'aurai toujours pas de base. Alors, la méthode à retenir, c'est qu'en fait, à partir de cette famille U1, U2, U3, je vais essayer de construire une famille qui va être toujours génératrice, pareil que U1, U2, U3, mais qui en plus serait libre en échelonnant. Donc en fait, je vais prendre la famille qui est là, je vais essayer de l'échelonner, de la modifier. Alors attention, ce sera plus la même. Je vais la modifier, et quand elle sera modifiée, je vais essayer de tirer de là une nouvelle famille, tout autant génératrice, mais qui serait libre. Alors, comment je fais? Je vais essayer d'échelonner. Donc, on a des colonnes ici, dans ma matrice. Je vais essayer d'échelonner ces colonnes, c'est-à-dire mettre un 0 ici et un 0 là. Un peu comme on fait quand on échelonne les systèmes. Sauf que quand on échelonne les systèmes, on essaye d'échelonner les lignes. Et on met des 0 en dessous des X, par exemple. Ici, je vais essayer d'échelonner les colonnes et je vais mettre des 0 à côté, à droite de ce pivot. Celui que j'ai entouré là, c'est mon pivot. Mais sur la technique de calcul, c'est la même chose que ce qu'on faisait pour échelonner les systèmes. On va faire des opérations, non pas sur les lignes du système, mais ici sur les colonnes de mes vecteurs. Et par opération sur mes vecteurs, je vais échelonner la famille. Alors, ce que je vais faire comme opération, je vais travailler colonne par colonne. Je vais garder ma première colonne et je vais donner des nouveaux vecteurs, hein, V1, V2, V3, des nouveaux noms. Je vais prendre comme vecteur V1 le même, U1.
Et comme vecteur V2, je vais prendre U2 moins U1. Pourquoi je fais ça? Pour enlever le 1 qui est là. Si je fais U2 moins U1, je vais la faire apparaître un 0. Alors, pourquoi j'ai le droit de faire cette opération-là et ça ne va pas me changer le vecteur? Regarde ce que j'ai écrit après. Alors, pourquoi j'ai le droit de faire cette opération-là? C'est ce qu'on a vu dans le cours, et je crois que c'était la partie 1 du cours, où on a dit que on ne modifiait pas, je vais essayer de vous la retrouver, cette partie 1, on ne modifiait pas le vecteur en remplaçant un vecteur par lui-même plus ou moins quelque chose. Donc, dans le cours, je crois, donc c'était cette partie-là, c'est à la fin de ce truc-là. C'était les propriétés de sous-espaces vectoriels, les propriétés des vecteurs, c'était vraiment tout à la fin. Oui. Voilà, cette propriété 3, on a dit que le sous-espace n'était pas modifié par des opérations élémentaires sur la famille de vecteurs, comme celle-ci. Là, c'est ça ce que je suis en train de faire. Je remplace le vecteur U1 par le vecteur V1 que j'obtiens en faisant U1, non, c'est pas vrai, je remplace U2 par U2 moins U1. Donc, si je fais U2 moins U1 et je remplace le vecteur U2, ça ne va pas changer le vecteur. Et ça, c'est ce qu'on avait vu. Je suis là. Donc, dans cette partie du cours, et de la même façon, je vais remplacer le vecteur U3 par le vecteur V3 que j'obtiens en faisant U3 plus U1. Alors, pourquoi plus? C'est pour mettre un 0. J'obtiens ça en faisant les calculs. Donc, le vecteur V1, le vecteur U1, c'est le même. Le vecteur V2, je fais des soustractions. Donc, j'obtiens 0, 0, moins 1, 2. Et le vecteur V3, je l'obtiens en faisant l'addition. 1, enfin, plus 1, donc 0, 0, 2 et moins 4. Voilà ce que j'obtiens. Et je peux affirmer que V, c'est le vecteur de ces trois vecteurs V1, V2, V3, d'après la fameuse propriété que je viens de vous rappeler. Elle est vraiment importante au départ, elle paraissait pas super importante, mais elle est importante pour faire ces échelonnements ici. Alors, arrivé là, je constate quoi? Donc ça, je signale, hein, c'est grâce aux opérations élémentaires. Je constate que le vecteur V3, c'est le vecteur V2 multiplié par moins 2. Oui, c'est vrai. Donc, toujours grâce à la fameuse propriété de tout à l'heure, je peux, dans mon vecteur, supprimer un vecteur si les combinaisons linéaires des autres. Il y a des combinaisons linéaires de V2. Donc, j'enlève. Il ne me reste plus que V1, V2. C'est-à-dire que je supprime, je raye comme ça, je garde juste les vecteurs V1 et V2. Et là, je constate que ces vecteurs V1 et V2 sont échelonnés. Parce que là, j'avais pas de 0 et là, j'en ai 2. Ce qui me permet de conclure que la famille V1, V2, c'est toujours une famille génératrice de V. Parce que V, je l'écris sous la forme d'un V. Et cette famille V1, V2, elle est libre. Elle est libre parce qu'elle est échelonnée. Donc, c'est une base de V. Alors attention, c'est pas la famille de départ qui était échelonnée. D'ailleurs, elle va pas être libre en fait. Hein. C'est la famille d'arrivée qui est échelonnée, donc libre. Donc on a trouvé une base de V formée de deux vecteurs. Donc on a bien fait de travailler par échelonnement, parce que la famille de départ, U1, U2, U3, elle était certes génératrice, mais sûrement pas libre, vu le résultat qu'on a obtenu. Bien, je reviens au cours. Donc là, effectivement, j'aurais pu vous donner les vecteurs, ça aurait été plus intéressant. À partir de ça, donc on était dans les bases. On va voir maintenant le cas particulier des bases de Kn, de Rn, de R2, de R3, de R4. Donc pas d'un sous-espace vectoriel, pas d'un plan, pas d'une droite, mais de R3 tout entier. On va travailler sur l'espace tout entier. Donc il y en a une, celle qu'on appelle la base canonique. On en a parlé tout à l'heure vite fait sur R3, et en fait, ça se généralise. La base canonique, c'est la base naturelle d'écriture des vecteurs, parce que je prends le vecteur E1, donc je mets un 1 et que des 0 après.
Le vecteur E2, il a un 1 au rang 2 et que des zéros ailleurs. Le vecteur E3, il a un 1 au rang 3 et que des zéros ailleurs. Le vecteur En, il a un 1 au rang n et que des zéros ailleurs. Eh bien, cette famille-là, qu'on appelle souvent B0, mais bon, des fois on peut l'appeler que B, ou on peut l'appeler en tout cas. Cette famille-là, c'est une base de Kn et elle est appelée la base canonique. Ça, c'est la définition. Pourquoi c'est une base? Je justifie rapidement. D'abord, elle est libre. Elle est libre parce qu'elle est échelonnée, tout simplement. Et elle est génératrice parce que si je prends n'importe quel vecteur U de Kn, quand j'écris x1, x2, xn, je peux le décomposer en disant qu'il s'écrit x1, e1, x2, e2, x3, e3 et xn, en. Donc, on généralise en fait ce que je vous ai écrit tout à l'heure dans R3. Et cette décomposition, elle est naturelle, c'est-à-dire que ce qui sert à décomposer le vecteur, ce sont ses composantes. Donc, c'est complètement naturel. Et naturel, je l'exprime en disant base canonique. C'est bizarre comme terme, mais en maths, quand on dit canonique, souvent, ça veut dire naturel. Alors, il y a une petite coquille ici. Les coefficients ici, qui permettent de décomposer le vecteur, on les appelle les coordonnées du vecteur dans la base canonique. Alors ici, en fait, le vecteur et ses coordonnées, c'est la même chose. Alors, une petite propriété qu'on va admettre et qui est très importante pour la suite, c'est que là, on vient de trouver une base de Kn, et si on compte, elle est formée de n vecteurs. Et en fait, ça se généralise, c'est que toutes les bases de Kn sont formées de n vecteurs, donc elles ont n éléments. Donc, il y a d'autres bases possibles, mais en tout cas, elles auront en commun le fait d'avoir toutes autant de vecteurs, n vecteurs. Ça veut dire que dans R3, une base, elle a 3 vecteurs. Dans R2, une base, elle a 2 vecteurs. Donc ça, on l'admet et on l'utilisera largement dans la suite. La notion de coordonnées. Donc, j'en ai parlé rapidement ici dans la petite remarque. Et si je veux généraliser la notion de coordonnées, les coordonnées, donc attention, là, je vais prendre une base B. C'est pas B0, c'est une base quelconque de Kn. C'est pas forcément la base canonique. Je prends des vecteurs U1, U2, Un. J'utilise le fait que ce soit une base, j'utilise la caractérisation qu'on a vue tout à l'heure. Ça veut dire que quand je prends n'importe quel vecteur ici de Kn, puisque c'est une base de Kn, il s'écrit dans cette base U1, U2, Un avec des coefficients lambda qui sont uniques. C'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. Donc, tout vecteur U s'écrit de façon unique dans la base U1, Un. Cette décomposition, ces coefficients lambda 1, lambda n, c'est ce qu'on appelle les coordonnées de U dans la base B. Si je les mets en papier comme ça, c'est un NUP, c'est le NUP des coordonnées de U dans la base B. Alors, les coordonnées, on peut les écrire éventuellement plutôt sous la forme d'une colonne. Parce que si je les écris comme ça, je risque de les confondre avec le vecteur U lui-même. Le vecteur U, il y a des composantes x1, x2, xn. Si je l'écris dans la base B, j'obtiens des coordonnées lambda 1, lambda 2, lambda n. Je vais essayer de ne pas confondre le vecteur avec ses coordonnées. Donc, je vais plutôt écrire les coordonnées en colonne comme ça. Il y a un seul cas. Il y a un seul cas où le vecteur et ses coordonnées, c'est la même chose. C'est ce qu'on vient de voir, c'est quand on a la base canonique. Parce qu'elle est très simple, la base canonique. Donc, dans la base canonique, le vecteur, c'est x1, xn, et les coordonnées, c'est aussi x1, xn. Donc, c'est la même chose. Mais si je prends une autre base, le vecteur et ses coordonnées, c'est pas la même chose. Donc, on va avoir le temps de faire cet exemple-là. Je vous donne une famille, U1, U2, U3. Il faut montrer que c'est une base de R3. Donc, déjà, il y a 3 vecteurs. Elle est bien partie parce que je vous ai dit qu'une base de R3, elle avait forcément 3 vecteurs. Et on va essayer de déterminer les coordonnées d'un vecteur U, X, Y, Z dans cette base. Alors, on peut constater aussi que cette famille U1, U2, U3, elle est échelonnée. Donc, on peut aussi dire que c'est déjà une famille libre. Donc, il n'y a plus qu'à montrer qu'elle est génératrice, en fait. Et pour montrer qu'elle est génératrice, il faut que je décompose
tout vecteur U suivant cette famille. Donc, il faut que je trouve les coordonnées du vecteur U dans cette famille. Et ça me permet de montrer que la famille est génératrice. Alors, c'est parti pour la diapo. Donc, on a nos trois vecteurs U1, U2, U3, un vecteur U quelconque, et je vais chercher les coordonnées de ce vecteur U dans cette base B. Donc, je vais chercher des coefficients, lambda 1, lambda 2, lambda 3, qui me permettent d'écrire U en fonction de lambda 1, lambda 2, lambda 3. Voilà, ça, c'est la définition des coordonnées, à condition que cette décomposition soit unique. Donc, si je trouve les coefficients, je pourrais dire que la famille, elle est génératrice, puisque c'est la définition même de combinaison linéaire et donc d'un vecteur. Si la famille est génératrice, comme j'ai dit tout à l'heure qu'elle était libre, on aura une base. Ou alors, si je dis que la famille est génératrice et que la décomposition est unique, mais je pourrais dire à ce moment-là aussi que c'est une base. Donc, il y a différentes façons de procéder. On arrive quand même au bout, au fait que ce soit une base. Alors, j'ai écrit U égale lambda 1 U1, lambda 2 U2, lambda 3 U3. Le vecteur U, c'est le vecteur X, Y, Z. J'ai écrit en colonne ici, j'écris ses composantes. La composante X, je l'obtiens en faisant lambda 1 fois U1, lambda 2 fois U2, lambda 3 fois U3. Donc, j'ai lambda 1 ici, fois 1. Le lambda 2, il est multiplié par 0 en première composante, et le lambda 3, il est multiplié par 0. J'obtiens donc en première composante lambda 1 égale X. Sur la deuxième composante, j'ai Y pour mon vecteur U. J'ai le lambda 1 qui est multiplié par ce 1 ici, le lambda 2 qui est multiplié par ce 1 là, et le lambda 3, il est multiplié par 0. Donc, j'ai bien lambda 1 plus lambda 2 égale Y. En troisième composante, pour le vecteur U, j'ai Z. Et puis, en troisième composante de mon calcul ici, le vecteur U1, donc, je multiplie ce 1 là par lambda 1, je multiplie ce 1 là par lambda 2, et je multiplie ce 1 là par lambda 3. Ça me donne la troisième composante qui doit être égale à Z. Donc, mon objectif, c'est de chercher les lambdas. Donc, mes lambdas sont les inconnus, et X, Y, Z, ils sont fixés au départ, parce que j'ai pris le vecteur U, c'était le vecteur X, Y, Z. Je vais résoudre ce système. Ce système est très simple, il est échelonné. Donc, je le vois ici, on a un beau triangle de 0. Donc, on va calculer très simplement. Je vais calculer lambda 1, c'est X, ça c'est automatique. Pour calculer lambda 2, je prends le Y qui est là et je soustrais le lambda 1, c'est-à-dire je fais Y moins X, parce que lambda 1, c'est X. Donc, je fais des substitutions en fait progressives. Le lambda 3, je vais faire Z moins lambda 1 plus lambda 2 qui sont là. Et lambda 1 plus lambda 2, je ne vais pas les recalculer à partir d'ici, je vais simplement constater que lambda 1 plus lambda 2, ça faisait Y. Donc, au plus simple de mon calcul, j'obtiens Z moins Y. Arrivé là, je peux conclure. Je peux conclure qu'en prenant n'importe quel vecteur U dans R3, je trouve une unique décomposition avec des lambdas. Parce que le lambda 1, il est unique une fois que j'ai fixé le X. Le lambda 2, il est unique, et le lambda 3, il est unique aussi. Donc, quand le vecteur, et c'est unique parce qu'on a travaillé par équivalence. Donc, quand on fait une résolution par équivalence, on a non seulement l'existence des solutions, et en plus, on a l'unicité de ces solutions. Donc, une unique solution de lambda 1, lambda 2, lambda 3. Et quand j'écris ça, ce que j'ai écrit là, ça signifie que la famille U1, U2, U3 est une base. C'est la caractérisation qu'on a démontrée tout à l'heure. Donc, U1, U2, U3, c'est une base de R3. Mais en plus, comme j'ai calculé les lambdas, ce sont les coordonnées. Donc, les coordonnées du vecteur U dans la base B, ce sont mes lambdas. Et ces lambdas, je les ai calculés en fonction de X, Y et Z. Donc, tout ça pour dire ne pas confondre les coordonnées, c'est-à-dire les lambdas, X, Y moins X, Z moins Y,
avec le vecteur. Là, on voit bien, il est hors de question de confondre ça et ça. Donc, quand on a une base qui n'est pas la base canonique, les coordonnées et le vecteur, c'est pas la même chose. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Bien. Sur la suite du cours, on va parler. De toute façon, je n'ai pas préparé les diapos pour la suite. La suite, c'est la notion de dimension et de rang. Ce que je vais vous proposer, c'est de le lire donc maintenant pour lundi, puisqu'on ne se verra pas avant lundi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la dimension? Donc, la dimension, c'est une notion finalement assez intuitive quand on regarde des exemples comme R3. Une première propriété pour définir la dimension, c'est que dans un sous-espace vectoriel, toutes les bases ont le même cardinal, le même nombre d'éléments. Et ça, on l'a admis. On l'a déjà admis pour Kn, on a dit que toutes les bases avaient n vecteurs. Et si on généralise, dans n'importe quel sous-espace vectoriel, toutes les bases ont le même cardinal, c'est-à-dire le même nombre d'éléments. Et c'est ça qu'on va appeler la dimension de E. C'est, je prends une base, n'importe laquelle, je compte le nombre d'éléments qu'il y a dedans, j'appelle ça la dimension de E. Par convention, le sous-espace vectoriel réduit à 0, je dirais qu'il est de dimension 0. Lui, il n'a pas de base. C'est le seul qui n'a pas de base. Et comme il n'a pas de base, on va dire que le nombre d'éléments d'une base, c'est 0. Mais c'est juste pour que ça colle avec le reste. Hein. Faut qu'il ait une dimension aussi. Il n'a pas de base, mais on lui donne comme dimension 0. Ce qui est assez intuitif. Donc, parce que si je reprends donc les exemples classiques, je prends Kn. On va dire la dimension de Kn, c'est n, parce que toutes ces bases, elles ont n vecteurs. Et finalement, de façon intuitive, ça veut dire que la dimension de R2, c'est 2, la dimension de R3, c'est 3. En fait, tout simplement, on dit que quand on est dans R2, on dit bien qu'on travaille en dimension 2, et quand on est dans R3, on dit bien qu'on travaille en dimension 3. Donc, la notion de dimension, c'est finalement quelque chose d'assez intuitif, assez naturel. Si je me place dans R3, qui est un espace de dimension 3, on va chercher ces sous-espaces vectoriels. Il n'y en a pas 36 possibilités, il y a les plans, et les droites. Donc, si je prends un plan, il est défini comme un vecteur, avec deux vecteurs qui forment une base. Et en fait, on dit qu'un plan, il est de dimension 2. C'est intuitif quand même. On est dans R3, et dans R3, un objet de dimension 2, c'est ce qu'on appelle un plan. Jusque-là, ça va. Et une droite dans R3, elle est définie par un vecteur. Donc, on a un vecteur qui forme une base de la droite. Donc, comme il n'y a qu'un vecteur, on dit qu'elle est de dimension 1. Et on voit bien, donc, tout ça, je trouve que ça paraît très naturel. Si vous êtes dans R3, vous prenez R3, il est de dimension 3. On prend un plan, il est de dimension 2. Et on prend une droite, elle est de dimension 1. Et puis, si je prends toujours dans R3 juste le vecteur nul, c'est un point, mais il est de dimension 0. Bon, ben, je trouve que cette notion-là, c'est assez intuitif. Il y a deux exemples là qui sont vraiment bien définis. Dans R4, pour que ce soit moins intuitif que les exemples dans R3, donc un ensemble dans R4 qui est défini par deux équations. Il faut vérifier que c'est un sous-espace et donner sa dimension. Ben, c'est pas compliqué. Ça signifie trouver une base. Donc, ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc, si vous voulez, pour lundi, ça peut être intéressant. Vous pouvez vous entraîner. Vous prenez cet ensemble-là. Vous essayez de lui trouver une base. Donc, vous reprenez les exemples qu'on a fait tout à l'heure où on cherchait une base. Et après, ben, c'est pas compliqué. Vous comptez combien il y a de vecteurs dedans. Ça va compter en général, ça doit le faire. Si vous avez 2 vecteurs dans la base, ben, la dimension c'est 2. Si vous avez 3 vecteurs dans la base, la dimension c'est 3. Ça va être facile à compter. L'exemple 2, il est plus délicat. Il est de la forme, oh là là, j'étais fatiguée hier. Hein. C'est vect ABCD. C'est mal écrit, il va falloir que je reprenne des trucs. Parce qu'il y a plein de petites coquilles dans ce cours. Je voulais dire vect ABCD, donc on a 4 vecteurs, c'est mal écrit aussi là. Donc, je vais essayer de vous remettre un truc propre, peut-être envoyer un nouveau PDF. Cet exemple 2, donc il y a 4 vecteurs, je me dis, bah, facile, hein, vect avec 4 vecteurs, il est de dimension 4. Mais pas forcément.
Parce que cette famille-là, elle est génératrice, mais c'est pas forcément une base. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait 3 vecteurs, mais c'était pas une base. La base, on l'avait trouvée avec 2 vecteurs. Donc, pour trouver la dimension, il faut, à partir de là, on écrit tout en colonne et on essaye d'extraire une base. Et quand on a trouvé une base, il n'y a plus qu'à compter. Et là, c'est facile. Si j'ai 4 vecteurs, ce sera 4 la dimension. Si j'ai 2 vecteurs, ce sera 2. Mais la difficulté, c'est pas de trouver la dimension, c'est de trouver une base. Voilà. Et dans d'avant, c'est pareil. Donc ça, vous pouvez le faire pour lundi. Donc je vais de toute façon vous renvoyer un petit récapitulatif de tout ça. Pour lundi, vous pouvez chercher ces 2 exemples-là. Je vous enverrai aussi un devoir à la maison. Un devoir à la maison assez rigolo parce que vraiment d'application très concrète. C'est sur des probas. Donc, ça n'a pas à voir avec ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, c'est sur des probas, ça va vous faire réviser les probas. Et associé à ce devoir à la maison, je vous enverrai une petite vidéo, parce qu'en fait, le devoir, c'est un truc de bio, en fait, sur les populations et la transmission d'un gène dans une population. Donc, c'est dans le cours de bio de 2e année, et en fait, on fait la démonstration en maths en 1re année. Donc, associé à ce devoir à la maison, je vous enverrai une petite vidéo assez explicative, mais de biologiste en fait. De biologiste, mais qui s'exprime en anglais. Donc, ça va être vraiment la vidéo totale, c'est-à-dire que ça parle de maths, ça parle de bio, mais c'est en anglais. Donc là, je fais la super révision. Vous avez 4 jours pour ça, donc c'est bien. Vous pourrez regarder la vidéo. Attention, la vidéo, vous ne pouvez pas utiliser la vidéo pour démontrer, pour faire le devoir à la maison. Le devoir à la maison, c'est des maths et la vidéo, c'est de la bio. Donc, surtout, ça vous aide, ça vous fait un petit support pour comprendre le phénomène, mais c'est pas une démonstration mathématique. Il fait des calculs, mais c'est un biologiste, hein, donc il fait des calculs comme un biologiste. C'est pas démontré. Donc, je vous enverrai ça, et puis je vous enverrai aussi quelques exercices d'application sur les espaces vectoriels que vous ferez aussi pour lundi, qui reprennent un petit peu ce qu'on a fait là depuis le début du cours. Voilà. Donc, j'espère que ça a été. Je vais vous libérer et je vous envoie tout ça dès que c'est prêt. Le devoir à la maison, il est prêt. La vidéo, c'est prêt. Ce qui n'est pas prêt, c'est le TD. Il faut que je le mette au propre. Je vous l'envoie dans l'après-midi si mes dents me libèrent. Voilà. Et ben écoutez, bon gros week-end. Je vous envoie du gros travail et puis à lundi prochain. Bon courage pour le dentiste. Merci. Au revoir. Au revoir.